Bonjour David Duquesne. Je voulais te recevoir aujourd'hui sur la chaîne pour ce livre Ne fais pas ton français qui est sorti le 9 octobre 2024 si je dis pas de bêtises aux éditions Grasset. C'est un livre qui m'a beaucoup plu, je te le cache pas, et c'est un livre que j'aime beaucoup. On va parler de ce livre tout au long de cette vidéo, et c'est un livre en fait qui va nous expliquer bien comment finalement peut se sentir quelqu'un qui est entre deux cultures, peut-être entre deux civilisations. On en parlera ensemble. Donc voilà, David, je te reçois pour ce livre que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ok, bonjour Cyril. Bah, écoute, je te remercie et je me sens vraiment honoré d'être reçu sur ta chaîne YouTube. Je vais me présenter. Donc, je m'appelle David Duquesne, je suis infirmier libéral, je vais avoir 54 ans, je suis père de deux enfants. J'ai été très actif durant de nombreuses années sur les réseaux sociaux. Je me suis fait repérer avec pas mal de textes qui ont choqué ou qui ont intéressé. J'ai publié certains de mes textes sur le Figaro Vox, sur Causeur, sur Tribune Juive. J'ai aussi créé il y a quelques années une association qui s'appelait La France de Marianne, mais qui était un petit peu très mal vue parce qu'on parlait aussi de civilisation. Il fallait juste parler de laïcité, c'était la mode. Donc on nous regardait un petit peu comme des gens un peu nauséabonds. À côté de ça, j'ai un bac littéraire. J'ai fait des études d'histoire. Et ensuite, j'ai fait des études pour devenir infirmier. Voilà. Et suite à tous ces textes et au bruit que je faisais sur les réseaux sociaux, j'ai été repéré par plusieurs maisons d'édition, quatre en tout. Et j'ai fini par signer chez Grasset, malgré des pressions de mon entourage proche, pour ne pas écrire ce livre, parce que cet entourage proche avait conscience que, comme j'allais parler d'islam et d'immigration, par la force des choses, que la mauvaise réputation qui pouvait m'accompagner allait rejaillir sur eux. Ça m'a coûté très cher. D'accord, on va effectivement y revenir parce que c'est central dans le livre. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais indiquer à nos téléspectateurs et à nos auditeurs, pour ceux qui nous écoutent en podcast, que on va se tutoyer parce que même si on ne se connaît pas, on ne s'est pas rencontrés physiquement, mais on se connaît depuis des années sur Facebook parce qu'effectivement, tu as beaucoup officié et moi aussi, et donc du coup, on s'est beaucoup rencontrés. Et je me dois te dire, pour être honnête, et puis pour que les gens comprennent un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, nous étions dans une opposition que je trouve assez intéressante à mettre en exergue parce que moi, j'étais plongé dans l'antiracisme des années 80, qui m'avait nourri dans les années 90, moi, puisque ben, voilà, j'ai été adolescent dans les années 90. Et toi, tu rejetais cet antiracisme en disant non, mais cet antiracisme est un nouveau racisme, ou c'est réduire les gens, les ramener à leur race, les ramener à leur culture, les assigner à leur race et les assigner à leur culture, alors que pour moi, non, c'était pas du tout ça. Pour moi, c'était un véritable antiracisme et ne pas accepter les différences des autres. Et ben finalement, toutes les différences des autres, c'est là où c'est important. C'est pas simplement accepter un petit peu d'altérité, c'est que pour moi, il fallait accepter absolument toutes les différences des autres tant que voilà, elle n'était pas illégale ou amorale, mais en tout cas, on devait tout accepter pour moi. Et on s'est beaucoup opposé là-dessus, jusqu'à ce que, je dois le dire, j'ai lu moi-même le choc des civilisations de Huntington. Et c'est vrai que quand on a une analyse civilisationnelle finalement, et c'est bizarre parce que c'est même pas le propos central du livre de Huntington, mais c'est simplement que quand on a une lecture civilisationnelle de ce qui nous arrive, ben finalement tout s'éclaire. Et du coup, je t'ai rejoint dans ta vision et finalement, voilà, plusieurs années après, j'ai dit, ben oui, effectivement, David, tu avais raison depuis le début sur l'analyse. Donc voilà, je voulais juste te dire ça avant de parler de ton livre et avant de te questionner plus particulièrement sur ton livre, parce que ça va aider les gens en fait à comprendre en fait ce qui fait que tu es si corrosif dans la société française et ce qui fait que bah, pourquoi tu es rejeté comme quelqu'un parfois de nauséabond alors que ça n'est pas du tout le cas. Alors déjà, première question que j'ai pour toi, David, c'est ton livre s'appelle Ne fais pas ton français. Donc évidemment, c'est une phrase qui est ironique, mais pas tant que ça, parce que finalement, tu l'as entendu dans ton enfance, hein, c'est ce qu'on apprend dans ton livre. Pourquoi tu as choisi ce titre, tout simplement, pour commencer? Écoute, j'avais annulé le contrat chez Grasset qui m'avait été proposé en 2021. Et puis, quelques mois plus tard, c'était au mois de juin, en juin 2022, je me dis, bon, puisqu'on a voulu me détruire pour ce livre, parce que je subissais des pressions, je vais me reconstruire par ce livre.
Et lorsque j'avais rencontré Olivier Nora, le président des éditions Grasset, on cherchait un titre en vain. On avait réfléchi pendant 20 minutes, puis il dit, bon, bah, c'est pas grave, ça viendra plus tard. Et lorsque j'ai envoyé un mail à Olivier Nora pour dire que j'étais OK pour enfin écrire ce livre, dans la foulée, il m'a envoyé le contrat et il me dit, il me faut un titre provisoire. Et j'ai eu un flash, c'est arrivé tout de suite, sans que je demande rien du tout. Ne fais pas ton français tomber. Et c'était une évidence. C'était une évidence parce qu'en réalité, se joue derrière. Bien sûr, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent dans mon enfance, dans mon adolescence, de la part de mes copains maghrébins qui me disaient, mais toi, David, tu fais trop ton français, tu en fais trop. Alors que non, j'étais juste normal. J'avais les mœurs que j'avais suivies en réalité parce que j'étais né dans un quartier où, on va dire entre guillemets, les Français des classes populaires historiques étaient majoritaires et on s'alignait, on s'imprégnait culturellement de ces personnes-là et ça posait pas de problème et même à l'école. Donc et puis ensuite plus tard sur les réseaux sociaux, c'est revenu encore ça. Tu fais trop ton français jusqu'à ce que le président d'une association laïque, j'étais en débat avec lui et je lui dis ce qu'on a raté, c'est l'assimilation. J'y faites-en des Français, vous en ferez des laïcs. Ça suivra tout seul. On sera laïque de façon, je veux dire, intuitive. Parce que dans l'esprit de la majorité des Français, la religion et le politique ne doivent pas se mélanger. C'est quelque chose d'acquis. On n'y réfléchit même pas. Le problème se pose depuis qu'on a un islam conquérant en France qui essaye d'aller là où les autres religions ne vont pas. Et ce président d'association laïque m'a dit, mais en fait, il dit, toi, David, tu veux trop faire ton français. Mm. Et il dit, ces jeunes, ils sont français, que tu le veuilles ou non, c'est toi qui n'es pas tout à fait français et qui n'as pas compris. Et là, je lui ai répondu, mais en réalité, tu es en train de parler comme un identitaire algérien, un type du FLN. Mm. Tu me mets en situation de trahison identitaire. Mm. C'est-à-dire que j'avais été élevé dans l'idée qu'il fallait plus que s'intégrer, s'assimiler à cette culture, à ces mœurs, parce que moi, je pense que des mœurs découlent les lois. Si on change les mœurs d'un pays, tôt ou tard, les lois changeront. Et j'ai été pris à contre-pied. Au football, on dirait contre-pied, c'est-à-dire qu'on m'a dit il faut aller dans ce sens-là, puis au moment où j'arrive au but, on me dit bah non, les règles du jeu ont changé. T'es plus le premier, t'es le dernier maintenant. T'es le dernier des derniers. Mm. C'est ça qui s'est passé en réalité. Il y a eu un changement de logiciel idéologique qui est arrivé au début des années 80 avec l'arrivée des SOS Racisme. Et euh, forcément, l'autre allait enrichir ces pauvres ploucs de franchouillards, de gueux, de bofs. On s'est adonné à la. On a caricaturé, on a ringardisé, puis on a criminalisé les classes populaires historiques, puis on les a oubliées, on les a mises de côté. Et je trouve ça parfaitement dégueulasse. Et dans On toutes pense les à la analyses, note, on pense à la note de Terra Nova justement exactement, qui qui faisait que, ciblait à la gauche. Ouais, vas-y. voilà, cette note de Terra Nova ne faisait que synthétiser quelque chose qui était dans les tuyaux depuis 20 ans. Voilà. Mm. Euh, Alors David, juste, on va développer tout ce que tu nous dis parce que c'est très intéressant, mais pour coller un petit peu sans tout dévoiler au roman, est-ce que tu peux nous expliquer justement, eh bien, cette enfance que tu as vécue d'abord, eh bien, dans le nord de la France, une enfance où finalement les immigrés étaient en minorité, et toi tu as grandi dans une famille comme cela, et je souhaiterais que tu nous expliques un petit peu cette enfance, cette petite enfance, et puis comment tu as grandi entre finalement deux civilisations et pourquoi tu l'as vu comme ça. Pourquoi tu as vu deux civilisations quand certains diraient voilà c'est juste deux familles différentes. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer rapidement ça? Pas forcément, on a le temps de développer, mais ouais. voilà le but c'est de pas trop déflorer le livre, mais de nous expliquer un petit peu bah pourquoi tu as cette vision civilisationnelle finalement. Qu'est-ce qui fait que toi tu l'as eu plus tôt que beaucoup et que tu portes encore cette vision qui finalement fait en sorte que, bah, comme tu le disais, le président d'une association laïque te dit que tu fais trop ton français, ou d'autres vont te dire que finalement, voilà, tu es un peu raciste parce que tu mets en avant la civilisation française. Pourquoi tu as cette approche civilisationnelle depuis si longtemps? Je pense que ça vient de ma mère en réalité. Ce qu'elle a provoqué, elle m'a mis dans une situation assez particulière, assez singulière. Hmm. Ma mère s'est battue contre un mariage arrangé et puis parce qu'elle a vu des choses Donc ta qui mère étaient. est d'origine maghrébine, il faut le dire, hein. Voilà, ma mère Ouria est d'origine algérienne. Mes grands-parents maternels sont arrivés en France en 47, donc la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance algérienne a eu lieu pendant leurs premières années de présence en France.
Et il s'est posé ma mère s'est retrouvée en conflit de loyauté. Il fallait qu'elle choisisse, après les accords d'Évian, entre la nationalité française et la nationalité algérienne. Elle a Mm. opté pour la nationalité française parce qu'elle ne voulait pas subir un mariage arrangé, parce qu'elle avait vu des horreurs à ce sujet. Et elle s'est mariée avec un Français. Et elle m'a donné comme prénom David, un prénom juif, ce qui a créé beaucoup de tumulte dans ma famille maternelle. Donc, ma mère s'est alignée sur le comportement de ses amis de quartier, d'école, et elle a vécu comme une jeune Française qui découvrait les libertés, comme ce fut le cas dans les années 60. Les jeunes femmes commençaient à aller vers des libertés. Elles idolâtraient des jeunes chanteuses, des jeunes actrices, des gens comme Brigitte Bardot ou Sylvie Vartan, Françoise Hardy. Et Mais j'aime c'est ça. bien, pardonne-moi, je te place une parenthèse, David, j'ai beaucoup aimé ce moment dans le livre où tu dis, n'en déplaise à beaucoup, c'est pas Simone Veil qui a ouvert Simone les de yeux à ma Beauvoir. mère. Simone de Beauvoir, pardon, Ouais. qui a ouvert les yeux à ma mère sur le féminisme, mais plutôt, voilà, les personnes que tu viens de citer, j'ai trouvé ça très intéressant. Bah oui, parce que Simone de Beauvoir, c'est quelque chose qui concerne la haute sphère intellectuelle, mais pour des jeunes Ouais. filles de 13-14 ans qui vivent dans des cités minières, c'était les Scopitones, Mm. c'était les films de la Nouvelle Vague, c'était Brigitte Bardot, donc c'était ça qui leur donnait envie de se libérer. Et ma mère avait soif de liberté, et ce qui fait qu'elle est partie avec un homme, mon père, et on a vécu dans un quartier qui n'était pas communautarisé, mais je faisais des allers-retours entre le quartier qui commençait à se communautariser dans les années 70 et un quartier populaire classique de cette époque où on vivait. Donc je voyais deux mondes complètement différents, et même dans les foyers, c'était autre chose. C'est une organisation de la société, quelque part, dans la structure familiale, qui est complètement différente. Que ce soit par la cuisine, par le rôle de l'homme et des frères dans la maison, le rôle des femmes, c'était complètement différent. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, tu dis que souvent les gens, quand ils voient l'altérité maghrébine, ils se disent, voilà, ce sont des gens qui nous font des makroutes quand c'est la fin du Ramadan. Ce sont des gens, tu vois, le cliché, qui nous font le couscous. Et tu dis finalement la culture islamique, la civilisation islamique, c'est pas que ça. C'est aussi des choses qui sont beaucoup moins sexy finalement. Exactement, ouais, c'est pas ça, c'est sympa. Moi-même, j'adore tout ça, mais c'est très réducteur. Ça, c'est la façade hospitalière, généreuse qu'on offre à l'étranger, et c'est une qualité. Mais le mariage arrangé, l'obligation de virginité, le rapport au blasphème, euh, le rapport à l'altérité, c'est quand même beaucoup moins glamour, beaucoup moins sexy, comme tu le dis. Ouais. Alors, tu as l'air dans le livre, enfin, tu as pas l'air, hein, quand on lit le livre, c'est assez clair, mais en tout cas, là, pour ceux qui nous écoutent, tu as l'air de mettre en exergue et de mettre en avant l'universalisme français, c'est-à-dire cette époque où finalement, les immigrés étaient minoritaires dans les quartiers où ils arrivaient et où finalement, ils s'assimilaient à la culture, ou oserais-je le mot interdit, à la civilisation française. Oui. Et pour toi, en fait, cette manière de s'assimiler est bien meilleure et bien supérieure à ce qu'on pratique aujourd'hui, qui est une vague intégration. On peut même pas appeler ça de l'intégration, c'est tout simplement on fait venir les gens, ils reproduisent ici en communauté eh bien les modes de vie qu'ils ont quittés. Et pourquoi en fait finalement c'est pas si bien de laisser ces quartiers se communautariser, vivre comme ils l'entendent? Pourquoi selon toi il est mieux d'assimiler les nouveaux arrivants à la civilisation française? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, est plus pertinent? Bah, déjà, faut quand même préciser une chose, l'assimilation, c'est pas l'effacement de sa culture. C'est un rapport asymétrique en faveur de la culture du pays d'accueil au détriment de la culture du pays d'origine. On n'oublie pas tout, on garde certaines choses, mais je pense que le pays d'accueil doit bénéficier de cette assimilation. C'est normal qu'on le fasse, parce que si on vient en France, c'est parce qu'on sait qu'on va trouver plus que dans notre pays d'origine. Donc, en retour, je pense que c'est la moindre des politesses, c'est d'embrasser sa culture, son histoire, d'étudier les grands hommes qui ont fait cette histoire et de dire cette histoire maintenant sera mienne. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va, si on trouve Versailles formidable, ça ne veut pas dire qu'on va militer pour le retour des privilèges ou de la monarchie. Si on trouve que la terreur vendéenne, c'est une catastrophe, que c'est une horreur sans nom, ça ne signifie pas qu'on va dire attention à bas la République. Il faut toujours tirer des leçons de notre passé et tout mettre.
être transparent, dire, bah voilà, oui. Je pense quand même qu'on se grandit même en, en reconnaissant les fautes de la République ou en acceptant les grandeurs du passé antérieur à la Révolution. On se grandit en faisant cela, parce que la France, ça ne peut pas être réduit à 200 ans d'histoire. Voilà. Alors, pourquoi c'est mieux l'assimilation? Bah, déjà, si on reproduit les normes socioculturelles des pays d'origine, et je pense notamment aux pays d'Afrique du Nord, où on est dans le clanisme et le tribalisme, l'individu ne peut pas s'épanouir. Et ça rentre en collision avec l'individualisme occidental. Et euh, dans les pays d'Afrique du Nord ou dans les pays arabes, Ouais. on a des dictatures très autoritaires qui contiennent ce tribalisme, qui contiennent ce clanisme. Ici, dans une société libérale, ça n'est pas contenu. Donc, on va au-devant de grandes violences, de conflits. Si on met en compétition des... Parce que faire du communautarisme, du multiculturalisme, c'est mettre en compétition des communautés. Si on met en compétition des communautés qui vont désirer des droits différents en fonction de leurs mœurs, on ne peut aller que vers de grandes violences. Voilà, Ouais, ce que certains appellent une libanisation de la France. exactement. Tu as parlé tu en as parlé un petit peu en début d'interview, mais tu en parles plus longuement dans le livre et j'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement, c'est pas un sujet que je connais bien. Mais tu as parlé de ce conflit de loyauté en début d'interview entre bien le pays duquel on vient, en l'occurrence le Maghreb et l'Algérie pour ta maman, et finalement cette assimilation à la France. Et tu nous expliques que finalement, le fait d'être revanchard envers la France, eh bien, c'est quelque chose qui a été poussé par le FLN, en fait, après la fameuse guerre d'indépendance d'Algérie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cela? Comment finalement les individus, eh bien, sont dans cette mouvance, je sais pas comment on pourrait le dire, mais cette mouvance qui en veut à la France tout en vivant en France et qui prétend faire payer à la France ce qu'elle a fait à l'Algérie, Ils peut-être. sont, ils sont quasiment dans une dynamique de contre-colonisation. Euh, alors, peu de gens en ont conscience ou le savent, on ne l'apprend pas en histoire, mais en France, durant la guerre d'Algérie, il y avait ce qu'on appelait les bureaux du FLN qui étaient présents et qui surveillaient les Algériens vivant en France. Ceux-ci étaient soumis à un impôt, ils devaient verser 9% de leur salaire, ils devaient verser aussi des impôts spéciaux en fonction des fêtes musulmanes, ils ne devaient pas marier leurs filles avec des Français, ils ne devaient pas adopter les mœurs françaises, et ils étaient en situation de conflit de loyauté, de conflit identitaire. Et c'est ce qui a été, je pense, à l'origine de la non-intégration et même de la non-assimilation. Et tout s'est greffé ensuite là-dessus. Et pourquoi ça a perduré après la guerre d'Algérie? Il faut bien imaginer les choses, que celui qui refusait de payer l'impôt durant la guerre d'Algérie, on l'égorgeait, on le tuait. Et si il échappait à cela, si après l'indépendance de l'Algérie, il voulait aller revoir sa famille en Algérie et qu'il avait opté pour la nationalité française, il passait pour un traître. Donc, moi, en 84, ma grand-mère me disait, au moment où le Front National commence à monter dans les élections, elle avait un peu peur et elle me dit, tu sais, David, j'ai pris la carte d'identité française, mais je ne le dis pas à mes copines parce que je ne veux pas passer pour une traite, je veux pas qu'on le sache. Mais j'ai pris la carte d'identité française pour me protéger. C'est-à-dire, prendre la carte d'identité française, à cette époque, c'était vu comme quelque chose de grave. C'était une trahison. Euh, donc, en 84, ça faisait combien d'années que la guerre d'Algérie était terminée? Ouais. Voilà. Ouais. Donc, et ça, très peu de gens en parlent. Ouais. Je comprends. C'est fou quand même ce que tu nous dis. Ça veut dire qu'en fait, adopter la France, adopter la nationalité française, même pas la culture, mais juste adopter la nationalité était déjà ressenti par les Algériens, aussi bien la diaspora que les Algériens en Algérie, comme une traîtrise en fait. Et évidemment, eh bien tout cela est encore resté et c'est peut-être empiré. Alors je vais parler d'un autre sujet. Le premier, est-ce que tu peux nous raconter eh bien le racisme que tu as subi dans ton enfance, que ce soit le racisme classique qu'on dénonce tous aujourd'hui, j'espère, ou le racisme peut-être plus insidieux de gauche qui t'explique ce qu'est être un bon arabe finalement, parce que ben, j'espère que tout le monde l'a compris, tu es le fruit d'un métissage et d'un côté on te disait que tu étais un peu trop arabe et puis de l'autre bah tu étais un peu trop français en fait. Ouais. J'ai subi du racisme de la part de Français. Ça m'est arrivé à trois ou quatre reprises en 50 ans.
C'est deux sorties en discothèque qui tournent mal parce que je reste à la porte. Euh, c'est le proche d'un patient qui dit à une de mes collègues, j'avais fait les soins la veille, il dit, est-ce que demain c'est le bougnoul qui vient? Parce qu'il faut voir, hein, je porte pas mon nom et mon prénom sur mon front. Mhm. Et à l'époque, j'avais des cheveux bouclés, une petite moustache, donc j'avais vraiment le physique type du maghrébin. Donc ça, je l'ai subi, mais c'est pas pour autant que j'ai adopté une attitude revancharde et que j'ai considéré que tous les Français étaient forcément des racistes. Loin de là. Je me suis pas arrêté à ces quelques cas individuels. Euh, D'un autre côté, le racisme de gauche, c'est de considérer que on n'est jamais responsable de ses actes. Mhm. C'est-à-dire que ce soit à l'école, au collège, bah, on est toujours plus clément avec nous, plus bienveillant. Et même quand on a des mauvaises notes, eh ben, on est encouragé, on nous dit ben c'est pas mal, tu as bien fait. C'est-à-dire que pour un petit maghrébin, se contenter de 12,5 moyenne générale en cinquième ou en quatrième, eh ben, c'est très bien pour toi. On va te mettre des encouragements, alors que ton pote Dominique qui travaille dur et qui a 14,5, 15 de moyenne générale, lui, on lui met un avertissement travail parce que lui peut faire mieux. Donc là, ça prouve vraiment qu'il y a un racisme sous-jacent euh, et que sous cette forme de bienveillance se cache une certaine forme de perversité parce que on est moins exigeant envers nous, que ce soit en matière de discipline ou en matière de travail. Et ça prend sa source déjà dans les années 80. Ensuite, le racisme des Maghrébins à mon encontre. Alors, c'est comme si tu veux, quand on est maghrébin, d'origine maghrébine, c'est comme si on avait un logiciel de reconnaissance identitaire. Quand on voit quelqu'un et que on, on devine qu'il a des origines, entre guillemets, on va essayer de savoir mais d'où viennent ses origines. Et moi, beaucoup de Maghrébins disent, tu t'appelles David Duquesne, mais c'est pas normal, c'est pas possible. Tu as des origines, toi. Ouais. Et moi, je n'avais pas tellement envie de le dire, mais forcément, au bout d'un moment, je disais, bah oui, ma mère est d'origine algérienne. Comment ça, ta mère est d'origine algérienne? Bah oui, elle s'est mariée avec un Français. Et là, je voyais des grimaces, des, des mines de dégoût. Donc Mhm. ça montre beaucoup de choses. Ensuite, dans les quartiers, fin des années 80, début des années 90, ça commence à se communautariser. Et moi, dans mon quartier, on joue des France-Maroc parce que les jeunes Marocains ne veulent plus se mélanger avec les Français. Ouais. Ils veulent plus. Et quand on est obligé de se mélanger, ça, je le raconte pas dans mon livre. Ils parlent en arabe entre eux pour court-circuiter les actions, faire en sorte qu'on fasse. C'était passe parada, hein, tu sais ce que ça veut dire, ne lui fais pas la passe à lui. Euh, c'est aussi du racisme. Et je voudrais dire une chose, quand tu es d'origine maghrébine et que tu n'es pas musulman, c'est un petit peu comme être de droite dans le showbiz ou dans l'éducation nationale, c'est quand même assez périlleux. Voilà, donc on fait un petit peu attention. Ouais. Et c'est vrai d'ailleurs parce que pour moi c'était un petit peu le cas aussi parce que quand j'étais en quartier ben moi c'est le contraire de toi, c'est que moi j'ai le visage de ma civilisation et on me met de côté jusqu'au jour où finalement je deviens musulman et là bizarrement eh bien je ne suis plus mis de côté, je suis fêté, célébré, etc. Donc il y a un véritable tribalisme effectivement en quartier dans les années 90 qui commence et qui s'est vraiment empiré dans les années 2000. Alors je voulais te poser une question un petit peu plus personnelle. Dans le livre, on voit que tu as eu une enfance quand même assez difficile. Comment tu as pu, en fait, devenir quelqu'un d'équilibré, en gros? Comment tu as pu devenir quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui est capable d'avoir une autocritique sur sa famille, sur lui-même, quelqu'un qui est capable d'avoir des analyses politiques, quelqu'un qui... Enfin, vraiment, on mesure pas le truc, parce que moi, j'ai eu une enfance, alors ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, j'ai grandi en foyer, etc. Enfin bref, mais ton enfance à toi, elle a été aussi extrêmement violente finalement pour un enfant. Tu le racontes avec beaucoup de pudeur dans le livre. Il y a pas du tout de misérabilisme ou de choses comme ça. On sent beaucoup de pudeur, mais quand même, enfin, je veux dire, entre les lignes, on sent quand même beaucoup de souffrance. Comment tu as fait pour te construire quand même d'une manière assez stable et puis pour avoir un intellect capable de choses que finalement des enfants qui ont eu ce genre d'enfance n'ont pas toujours. Je n'ai pas d'explication. C'est c'est assez fou. Euh,
je sais pas, j'ai peut-être un petit quelque chose au départ qui fait que j'arrive à surmonter tout ça. Mais c'est vrai que ça a été très dur. Euh, j'ai côtoyé le désespoir, mais je me suis toujours relevé. Il y a une part de moi qui me dit, mais non, il va y avoir des jours meilleurs, tu vas y arriver, tu vas surmonter ça. À chaque fois, je me dis, j'ai été pas loin de la rupture parfois, mais à chaque fois, je me suis relevé. Ouais. Je j'ai pas d'explication à ça et cette capacité à voir des choses que les autres ne voient pas, je l'ai eu très tôt. Et À moi, comprendre. j'avoue que je suis admiratif. Moi, je l'ai dit, j'ai grandi en foyer, j'ai eu une enfance qui, alors c'est différent, mais qui était au moins aussi en ruine que la tienne. Mais moi, j'étais en échec scolaire, je me suis fait renvoyer. Enfin bref, le truc naturel. Toi, tu étais bon à l'école, tu as même réussi à avoir ton bac. Enfin, vraiment, je suis admiratif en fait. Je suis admiratif de ce que tu as réussi à faire malgré un entourage quand même extrêmement instable. On rappelle que ton papa n'était pas très souvent avec toi, que tu le voyais très peu, et c'est rien de le dire. Une maman assez volcanique et donc forcément pas un environnement extrêmement stable. Et malgré cela, tu arrives à être un bon élève. Et d'ailleurs, ça m'offre une transition parfaite, c'est que tu montres d'ailleurs qu'être un trop bon élève, finalement, eh ben c'est quelque chose d'aussi dangereux en fait dans le milieu dans lequel tu as grandi. Alors dangereux, pas au sens tu vas mourir, mais au sens voilà, on va te bousculer parce que quand même tu es trop intelligent. Ouais, euh, c'est comment expliquer ça? Ouais, j'ai compris assez vite au collège que si j'avais de trop bonnes notes, j'allais être mal vu. Parce que les premières bonnes notes, les premières bonnes réponses en classe, ça a suscité une bagarre terrible. Je crois que j'ai failli tuer le mec qui était en face de moi. Heureusement que la prof est arrivée, elle m'a chopé, elle m'a mis deux claques. Je pense que je l'aurais tué. C'est terrible, hein. Et après, je me suis calmé et je me suis dit, bon, va falloir trouver une autre stratégie. Donc, je m'arrangeais pour avoir tout juste ce qu'il fallait pour passer et de classe en classe et ensuite de saisir les bonnes opportunités. Je m'en suis sorti comme ça. C'est Après, j'ai de la chance, j'ai une excellente mémoire. J'ai une excellente mémoire, ça joue beaucoup. Je lisais énormément. Je dis souvent, je suis un chien de rue et un rat de bibliothèque. Donc, je suis toujours allé à la limite de la limite pour éviter la catastrophe. Ouais, moi je me suis retrouvé d'ailleurs pour la petite histoire dans ton livre sur cette période que tu nommes la période tout l'univers. J'ai eu Ah cette oui, période moi aussi effectivement où au foyer je me souviens je me cachais aux toilettes pour lire parce qu'effectivement au foyer aussi si tu commences à trop traîner la bibliothèque bah tu vas devoir mettre des coups de poing parce que on va te prendre pour ce que t'es pas et ça va être compliqué aussi. et ouais, et pour revenir sur ce que tu disais avant cela, mon père est parti, j'avais 4 ans et demi, et puis un an plus Ouais. tard, un homme arrive, c'est mon beau-père, Émile, et lui, c'était un ouvrier qui conduisait des engins, tu vois, des grues et tout, et qui posait des bordures, qui faisait de l'enrobé sur les routes. C'était un type qui n'avait pas été longtemps à l'école, et il avait des complexes vis-à-vis de moi. J'avais 7 8 ans, et j'avais déjà ingurgité presque toute l'encyclopédie, tout l'univers, je lisais énormément. Et il me méprisait. Il avait des mots à mon encontre qui étaient terribles. Parfois, je me prenais des claques. Et entre lui et moi, ça a été une guerre froide pendant plus de 20 ans. Mais après, bon, moi, je lui en veux pas. J'ai pas de rancune vis-à-vis de cet homme-là. Il a fait du mieux qu'il pouvait et c'était pas simple pour lui non plus. Mais effectivement, quand on est dans un milieu très populaire, avoir un peu de culture, avoir un peu d'intelligence, ça peut très très mal passer. On est très très mal vu. Il faut pas trop le montrer parce que sinon on peut avoir des ennuis. Ouais. D'ailleurs, en 2007, j'avais organisé, en 2009, 2007, non 2007, en 2007, j'avais organisé une soirée où j'avais fait revenir tous mes anciens copains de classe de quatrième, troisième et notre professeur de maths et notre professeur de français. Et la première de la classe, Isabelle, elle avait, je sais pas, 18 et demi de moyenne générale à l'époque. Quand je l'ai appelée, parce que j'ai réussi à presque tous à les retrouver, elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit, bah voilà, je suis infirmier libéral, j'ai mon cabinet. Et elle, qui avait des super notes, elle faisait le ménage à l'hôpital. Mm. Donc elle comprenait pas. Mm. Mais je lui ai dit, tu sais, je cachais bien mon jeu, je voulais pas avoir d'ennuis. Et puis en plus, je dis, je m'ennuyais énormément en cours. Faut dire les choses, je m'ennuyais, mais alors c'était. Alors, donc je faisais un peu le clown, j'étais un petit peu taquin, j'amusais la galerie entre deux.
D'accord. Alors, on va revenir sur une analyse plus politique peut-être, bien que ce soit lié, comme tout ce qui est dans ce livre, en fait, il y a des analyses politiques qui sont liées à ton histoire, et c'est ça qui en fait un livre extrêmement intéressant, en plus du fait qu'il est vraiment très très bien écrit, j'insiste. Euh, tu nous dis que il faudrait en tout cas que les personnes qui arrivent sur le territoire s'assimilent à la civilisation française. Et dans tout ton livre, moi, ce que j'ai vu, c'est un amour en fait de cette civilisation française. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement ce que tu as trouvé dans cette civilisation française qui t'a nourri et que tu aimes? Ben, je pense que si j'avais vécu en Algérie, je ne serais pas devenu ce que je suis devenu. On se rend pas compte, on a un accès aux connaissances, euh, aux arts, euh, à des choses quand même que l'Algérie n'aurait jamais pu m'offrir, c'est-à-dire ma liberté de penser, ma liberté d'expression, euh, un panel tellement grand de lectures possibles dans ce pays, mais aussi de musique, de cuisine, la gastronomie. On a une chance qu'on ne mesure pas. Euh, c'est, je pense que c'est même pas, c'est difficile à expliquer, mais euh, un jour, un ami algérien me demande de lui envoyer des livres. Et il me dit, j'espère qu'ils vont passer parce que en Algérie, à la Poste, ils ouvrent tout. Et comme c'était un livre sur l'histoire des Berbères avant l'arrivée de l'islam, il avait très très peur que la censure opère et que son livre. Bon, ils sont arrivés les livres, mais rien que ça, je veux dire, la possibilité de pouvoir lire tout, des ouvrages de droite, de gauche, de philosophie, de sociologie, d'anthropologie, d'histoire. Euh, c'est une richesse qui permet vraiment aux gens de s'élever. Et ça, si on compare ne serait-ce que la production de livres du monde arabe par rapport à un seul pays comme la Belgique ou la Belgique et la Suisse sont à des années-lumière de ce que le monde arabe entier peut produire. Donc rien que ça, ce qui est mis à notre disposition, c'est extraordinaire. Donc moi, c'est la première chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est le livre. On dit souvent les religions du livre, mais nous, on est vraiment la civilisation du livre, du roman. Et même de la bande dessinée, par exemple. On a des gens extrêmement talentueux qui ont du génie dans notre civilisation et qui sont à notre disposition. On n'a qu'à tendre la main, aller dans une médiathèque ou aller dans une petite librairie. On peut trouver pour pas très cher de très très bons livres. Voilà, ça c'est la première chose que je voudrais mettre en avant. Et puis le rapport aux femmes. Les femmes ne sont pas de la viande je sais pas moi, de la viande à procréer. Les civilités entre hommes et femmes, c'est autre chose que ce qu'on peut observer dans le monde musulman. Ça aussi, c'est une grande richesse que les femmes aient les mêmes libertés que nous, qu'elles soient nos égales. Ça, ça, d'ailleurs, moi, ma liberté, elle est passée par les. Ouais, je disais, il y a aussi le rapport aux femmes. Et curieusement, enfin, c'est vraiment une preuve. Ma liberté, elle est passée par la liberté revendiquée par ma mère. Ma Mhm. mère, elle a bénéficié d'une liberté que ne lui aurait jamais offerte son pays. Malgré le fait ma mère a une cousine qui était une poseuse de bombes du FLN. Une fois que l'Algérie a eu son indépendance, on a demandé aux femmes de retourner à la niche. Donc, curieusement, ma mère, c'est assez paradoxal, euh, fait de sa cousine Hassiba Ben Bouali euh, une héroïne, elle la glorifie. Et moi, un jour, je lui dis, mais ta cousine est morte pour que les femmes n'aient pas de liberté. Et ta liberté, tu l'as trouvée en France. Ouais, Tu glorifies quelqu'un qui a combattu la liberté que tu as trouvée en France et ouais. qu'on ne t'aurait pas donnée en Algérie. Et je dis, c'est quand même assez dingue. Il y a il y a une forme de schizophrénie quelque part dans venir chercher ce que le pays ne nous offre pas pour ensuite défendre un endroit où on ne voudrait pas vivre. Moi, je trouve ça complètement fou. Mhm. C'est vrai. Alors, je voulais revenir sur ce parallèle que tu faisais en tout début de conversation sur la civilisation française et sur la laïcité. Et tu nous disais, en gros, moi, ce que j'ai compris assez tôt, c'est que si vous faites des nouveaux arrivants des Français, vous en ferez de facto des laïcs. En revanche, si on veut leur imposer la laïcité sans leur imposer d'être français, sans en faire des Français, ça ne marchera pas.
Oui, Je pense que la laïcité, je pense comme toi désormais, que la laïcité est le fruit d'une civilisation. Et je crois qu'il y a peu de gens qui arrivent à comprendre ça. Si la laïcité est quelque chose qui est une exception occidentale et encore plus dans sa forme particulière une exception française, c'est parce que c'est attaché à la civilisation française. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que bah, finalement la civilisation islamique, ces gens qui arrivent chez nous, il suffit juste de leur expliquer les deux, trois concepts de la laïcité, puis ils vont comprendre que c'est tellement mieux que ce qu'ils font eux et que ce qu'ils ont eux, que finalement c'est bon, ils vont adopter la laïcité et puis on sera tranquille. Et puis que si finalement ils comprennent pas, c'est toujours notre faute, c'est parce qu'on n'explique pas bien, mais on va expliquer un peu mieux, ils vont comprendre. Est-ce que tu peux nous oui. expliquer pourquoi ça ne peut pas marcher cette vision des choses en fait? Ben, écoute, la laïcité, c'est un particularisme français à vocation universelle. Mais de penser que il suffira d'expliquer les choses et que ça va s'imposer de soi-même, je pense que là, c'est assez quand même imprudent de penser une chose pareille. Dans les pays arabes où il y a eu un semblant de laïcité, ça s'est fait par une très très grande violence, on pense, ou même en Turquie avec Atatürk, ça a été très très violent. D'ailleurs, Atatürk, il a imposé une laïcité à la turque, mais il y avait un préalable, c'est qu'il a essayé d'occidentaliser les Turcs. Il a changé le calendrier, il a fait de la mosquée Sainte-Sophie un musée, il n'a pas voulu en faire. C'était compliqué de la rendre aux chrétiens d'Orient, mais il l'a confisqué, il interdisait les prières de rue, il obligeait les hommes à mettre des casquettes, il pendait les pro-voiles. Dans la constitution turque, il y avait des dispositions prises au cas où un candidat pro-charia arriverait au pouvoir pour le destituer tout de suite. Donc c'était très très violent. Et d'ailleurs, en Turquie, les imams étaient assujettis à l'État. Alors c'était pas un concordat, c'est pas vrai. C'était une façon de pouvoir les contrôler pour pas qu'ils dépassent les bornes. Il fallait les contrôler, les surveiller comme on surveille le lait sur le feu. Euh, et je pense, Atatürk avait compris que ça passait par l'occidentalisation des Turcs. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une fracture en Turquie. Les grandes villes éduquées votent pour des laïcs. Dans les campagnes reculées, dans les campagnes plus traditionnalistes, où on n'a pas été occidentalisé, on vote Erdogan. On vote pour des islamistes. Et c'est un peu, je pense que c'est la même chose dans les pays du Maghreb et les pays arabes, c'est-à-dire que on montre souvent des photos de femmes des années 50-60 habillées à l'occidental. On dit, regardez, l'islam a mal tourné avant, elles étaient sur la bonne voie, effectivement, parce que elles étaient en train de s'occidentaliser et que l'Occident à cette époque n'avait pas peur de proposer ses valeurs, son mode de vie. C'était la boussole du monde. Ça ne l'est plus, malheureusement. Et depuis la fin de la colonisation, le religieux, la civilisation islamique est revenue en force. Donc, moi, je pense que ça passe par, effectivement, je dirais un mot, la francisation ou l'occidentalisation des populations qui arrivent en France et en Occident, parce que c'est quelque chose qui nous est propre, de très particulier. Et il faut franciser les gens. Il faut que c'est un long processus de maturation. Et moi, quand on s'arrime aux classes populaires historiques de ce pays, eh ben, finalement, on finit par adopter leurs mœurs et on finit par s'assimiler et la laïcité coule de source parce que les classes populaires historiques n'ont pas envie que le curé du coin leur dise comment ils doivent vivre, même si c'est un cadre anthropologique qui a aussi des qualités. Hein. On sait très bien quand on dépasse, quand on sort de nos repères anthropologiques. Quand on franchit la barrière, on sait pourquoi on le fait et par rapport à quoi. Voilà, ça, le christianisme, le catholicisme fait partie de notre cadre anthropologique au même titre que euh, les Lumières ou la philosophie grecque ou le droit romain. Tout ça, c'est intégré dans notre conscience. Et moi, je pense que ça passe par là. D'autant plus que si on laisse les gens imposer leurs normes socioculturelles, euh, il va se jouer un conflit de loyauté entre les normes de la famille, du quartier, de la communauté de quartier, et ce que propose l'école, et le monde extérieur qui n'est pas communautarisé, qui est la communauté nationale. Donc, ça va encore plus radicaliser ces populations, parce que quand ces populations arrivent en France, elles considèrent souvent que nos mœurs sont un petit peu quand même décadentes.
Mm. Et elles prennent peur. Elles ont peur de la dilution de leur communauté, de leurs mœurs, de leur culture, de leur identité, qu'elles disparaissent. Donc la première chose à faire, c'est de contrôler les femmes, qui vont servir de clôture communautaire, les femmes. Mm. Voilà. D'ailleurs, le voile est une clôture communautaire. Mm. Euh, et le danger derrière ça, c'est que comme on est une société libérale et qu'il y a quasiment plus d'autorité, ben c'est que les gens vont encore plus se raidir d'un point de vue identitaire et religieux. Ils vont même devenir de plus en plus offensifs. Mm. Et dans ce cadre-là, j'ai peur parce que les islamistes, dans ces communautés, jouent sur du velours. Il n'y a personne pour les tenir, il n'y a personne pour les surveiller. Et face à des populations qui ont peur du mode de vie occidental, c'est tout bénéfice. Et il se peut qu'à terme, on ait parmi les musulmans une majorité de gens qui soient des islamistes si on continue dans cette dynamique-là. Euh, et ça serait pas très étonnant en réalité. Ce serait pas très étonnant. D'ailleurs, on le voit bien, toutes les études de ces 10 dernières années montrent quand même que le nombre de gens qui sont favorables à la charia, au voile, qui considèrent la laïcité comme islamophobe, sont de plus en plus nombreux. Donc, ça valide ce que je peux raconter depuis quelques années. Tout à fait. Et du coup, comment tu analyses? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, à une époque, on a pu assimiler avec bonne conscience, parce qu'on le faisait finalement pour faire des nouveaux arrivants, des Français comme les autres, et faire en sorte que finalement, eh bien, en France, on ne les distingue plus des autres, si ce n'est par leur couleur de peau. Mais bon, quand quelqu'un adopte notre culture et qu'il se comporte comme nous, on peut être aveugle à sa couleur, aveugle à son physique. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche plus? Pourquoi est-ce qu'on a arrêté d'assimiler? Qu'est-ce qui comment dire, qu'est-ce qui a bugué dans la société française et dans le modèle laïque et assimilationniste français pour que ça ne fonctionne plus? Je sais pas enfin, je pense que tu as une analyse sur ça, mais qu'est-ce qui fait du coup qu'on n'y arrive plus et qu'aujourd'hui c'est très mal vu, on le voit. La plupart des jeunes d'ailleurs qui sont d'une génération après nous ne comprennent même plus en fait le sens de l'assimilation, de l'universalisme, de la laïcité universelle française. Ces mots-là, en fait, ils savent même plus en fait ce qu'ils veulent dire et en quoi ce sont des concepts finalement qui sont bien meilleurs que la pseudo-tolérance de laquelle ils se réclament. En plus, bon, avant d'expliquer pourquoi ça a bugué, l'assimilation, c'est le plus bel antiracisme qui soit. C'est-à-dire qu'on prend l'autre dans nos bras, on lui dit, mais voilà, tu es, quelque sorte, tu rentres dans ma fraternité républicaine. Voilà, je fais pas de différence entre toi et quelles que soient vos origines, vous êtes de ma patrie, vous êtes de la communauté nationale. Alors pourquoi ça a bugué? Il y a eu un point de basculement, c'est la fin des années 70 avec les débuts du regroupement familial. On est passé d'une immigration de travail à une immigration de peuplement progressivement. Et l'immigration de travail était ponctuelle, c'était des petites vagues, c'est sans commune mesure avec ce qu'on a connu aujourd'hui. Et malgré tout, ce qu'on connaît même depuis 25 ans, malgré tout, lorsque c'était ces immigrations de travail ou parfois des crises politiques comme en Espagne avec la guerre civile espagnole ou les troubles au Portugal, euh, le nombre n'était pas aussi important que maintenant. Et il faut aussi rappeler une chose, c'est que, par exemple, avec les Polonais dans les années 30, beaucoup sont repartis au pays parce qu'ils ne s'assimilaient pas. Le gouvernement du Front populaire a expulsé 60% des Polonais présents en France. Et moi, je sais ce qui s'est passé ici dans les mines du Pas-de-Calais, c'est-à-dire que les Polonais ne voulaient pas se mélanger avec les Français. Ils Ouais. voulaient pas ils venaient avec leurs curés, ils venaient avec leurs instituteurs, ils allaient travailler au fond, ils avaient un interprète, ils travaillaient qu'en équipe de Polonais, donc ils étaient dans une certaine forme de stakhanovisme en concurrence avec les ch'tis. Ça Mm. passait très mal et ils voulaient pas que leur fils marie. Donc ceux qui n'ont pas joué le jeu ont été expulsés par le gouvernement du Front populaire, qui est un gouvernement de gauche. Voilà. Et il s'est passé aussi le même phénomène avec les Italiens. On a eu, je crois que c'est l'historien Pierre Nora qui en parle, sur 3 millions d'Italiens, près de 2 millions sont repartis. Ceux qui sont restés, ce sont ceux qui se sont assimilés. Bien sûr, ils ont toujours une part de tendresse pour leur pays d'origine, pour leurs familles qui vivent encore en Italie ou en Pologne, mais beaucoup, leurs enfants se sont dilués dans le creuset républicain. Voilà. Et là, on a changé les choses, on a changé la règle du jeu, c'est-à-dire on est passé de l'assimilation à l'intégration,
à partir des années 80, après le regroupement familial. Et on a dit aux Français, par rapport à ceux qui ne s'assimilaient pas et qui imposaient de nouvelles mœurs, ben, le problème, ce sont pas ceux qui arrivent, c'est vous. Vous êtes raciste. Mm. Et donc, et on a dit, l'autre, il est formidable. Ça, il enrichit. Il va vous enrichir. Vous, vous êtes un peuple rabougri, rance. On sortait de mai 68 et il y avait des figures comme ça très caricaturales qui montraient le français de base comme un gros bof raciste. C'est le père de Gérard joué par Coluche, c'est le bof de Cabu. Euh, Ensuite, on a eu les Deschiens, on a eu les Ch'tis, les Tuches. Donc, imagine, Cyril, si on commence à faire un film comme les Tuches ou comme les Ch'tis en montrant des Maghrébins ou des personnes d'origine subsaharienne, là, tu te retrouves devant la 17e chambre correctionnelle, tu vas au tribunal pour racisme. Mais sur les Français, les petits Gaulois, ça c'est bien, ça marche bien. Donc, alors forcément, les jeunes qui arrivent de pays du Maghreb et qui voient comment les élites françaises traitent avec mépris les Gaulois des quartiers populaires, pourquoi veux-tu elles aient envie de s'assimiler à des gens qu'on méprise, qu'on ringardise, qu'on moque? Ça donne Ouais, pas envie. ouais. Ça donne pas envie, c'est pas possible. Tu vas pas Ouais. t'asseoir à des bofs alcoolos, Ouais. voilà. Finalement, on a perdu l'amour de nous-mêmes, en fait, notre amour propre, et c'est peut-être ça Et aussi. c'est ça, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que moi, lorsque j'explique tout ça, j'ai des Français de souche qui viennent me dire, en fait, tu as développé la haine de toi-même. Je dis, ah non. Je dis, c'est vous qui avez développé la haine de vous-même. Vous êtes en train de dénigrer votre propre culture, votre propre identité, votre histoire. Et moi qui me suis arrimé à cette histoire par mon père et ma mère, surtout pas ma mère, je dis, vous êtes en train de raconter que j'ai la haine de moi-même. C'est extraordinaire. Vous m'encouragez à vous haïr. C'est vrai que c'est très étrange. Eh ben écoute, on a quand même bien parlé de tout ce qu'il y avait dans le livre. Un parcours particulier. Avant de terminer, j'aimerais que tu racontes un petit peu dans quelles conditions tu as écrit ce livre. Parce que tu as eu une enfance difficile, on en a un peu parlé. Tu as grandi entre deux civilisations, ce qui n'a pas été simple, on en a parlé aussi. Et finalement, ce livre a aussi été écrit et a été publié dans la douleur, même si tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure. J'aimerais que tu nous expliques comment l'histoire de ce livre et comment finalement on a essayé de t'empêcher de le sortir et pourquoi il est peut-être sorti un peu plus tard que prévu. Ouais, depuis 2017, on me proposait d'écrire un livre. Le premier qui m'a proposé d'écrire un livre, c'est Charles Rogeman, qui préside l'Institut de thérapie sociale, que tu côtoies comme moi sur Facebook. Il y a un type absolument extraordinaire qui a eu une vie incroyable et qui est un survivant de la Shoah, euh, qui a été sauvé par des paysans, un gendarme français qui l'a amené dans une famille paysanne. Sa mère l'a confié à un gendarme et il n'a plus revu les personnes de sa famille et qui travaille à, à mettre en situation des personnes qui ont des idées politiques différentes, opposées, ou parfois, par exemple, il travaille beaucoup au Rwanda, où il met en dialogue des survivants du génocide rwandais et des descendants de ceux qui ont génocidé pour essayer de recréer du dialogue, voilà. Et il trouvait ce que je racontais était très intéressant et il m'avait la première fois en 2017 proposé d'écrire un livre. Puis ensuite, il y a eu 3 autres maisons d'édition. Mais moi, j'habite dans un milieu où on n'aime pas trop les gens qui se font remarquer en bien ou en mal. C'est lié à l'histoire des mines, des cités minières, des corons. Euh, il faut comprendre que pendant plus d'un siècle, ces gens ont travaillé dur et ont tenu l'économie française à bout de bras. Et toutes dans des conditions vraiment très difficiles. Et lorsqu'ils se révoltaient, ils étaient punis de façon très très violente. Ça ne rigolait pas. La dernière fois après la Seconde Guerre mondiale, on a envoyé les chars directement. Alors aujourd'hui, les gens qui se soulèvent dans les banlieues, dans les quartiers populaires, s'il y en a un qui se casse un ongle, on a toute la gauche qui monte au créneau. À l'époque, c'est ces gens qui vivaient dans les corons et ils ont intégré, et même encore maintenant, alors que les mines sont fermées, que celui qui va ouvrir sa gueule et qui va dire des choses sur quelque chose qui peut être sensible va attirer des ennuis. Mm. Donc, le fait que je puisse écrire un livre où j'allais parler d'islam et d'immigration, ça tout de suite, ça a mis le feu aux poudres. On avait peur
que je sois associé à l'extrême droite et que par capillarité, ces gens très très proches de moi soient aussi associés à cela. On avait peur aussi de représailles. Et donc, il fallait pas. Et puis, c'est un milieu très populaire. Dès que vous êtes un petit peu brillant, un petit peu intelligent, que vous avez un petit peu de culture, vous êtes très très mal vu. Donc, forcément, c'est allé très loin. C'est allé très loin. Euh, les deux personnes qui ont été les plus dures envers moi, hormis mon ex-compagne, il y en a une qui fait partie de qui est une retraitée de l'éducation nationale et donc qui a, en plus de cette culture minière, son père était mineur, a adopté cette attitude obséquieuse qu'on peut observer dans l'éducation nationale, c'est le pas de vague, l'obséquiosité vis-à-vis de la supériorité de la hiérarchie et le mépris des petites gens en même temps. Et l'autre personne, qui est un flic, qui est maintenant démineur dans la sécurité civile, il m'a aussi très violemment reproché de mettre mon fils en danger parce que à l'époque où Grasset m'avait contacté, j'avais participé à un colloque qui s'appelait Islam et République, organisé par Philippe Diribarne, et j'avais rencontré Razika Nani, qui est une islamologue d'origine algérienne. Il y avait une journaliste d'M6, Caroline de Juglar, qui animait ce colloque, et il m'avait dit que j'étais un malade, un fêlé, et qu'à cause de moi, si un dingue regardait cette vidéo, mon fils allait se faire tuer à cause de moi. Alors, ce que je voudrais répondre par rapport à ça, c'est que cet homme qui a quitté la police, la BAC, parce qu'il n'arrivait plus à faire son travail, qui a préféré fuir, c'est que c'est plutôt lui qui en démissionnant, met des garçons comme mon gamin en danger, plutôt que moi qui dénonce le danger qui peut toucher un gamin comme mon fils. Voilà. Mais c'est allé, j'ai subi des pressions terribles. Je me suis retrouvé seul. J'ai failli, on m'a, on m'a retiré mes enfants. J'ai subi des pressions aussi professionnelles parce que ce clan familial, j'avais eu la bonne idée de prendre une de ces personnes dans mon cabinet. Donc, il y a eu du chantage de fait. Enfin, je peux pas rentrer dans les détails parce que sinon, je me retrouvais poursuivi pour propos diffamatoires parce que je peux Ouais. rien prouver puisque ce sont des échanges qui ont eu lieu par téléphone ou oralement et donc c'est une parole contre une autre, donc je peux pas aller plus loin. Mais j'ai failli laisser ma peau. Et arrivé, j'ai été sous antidépresseur, j'ai failli mettre fin à mes jours. Et puis en mai 2022, il y a les éditions L'Artilleur Le Toucan qui se sont manifestées. Ils s'étaient déjà manifestés quelques mois auparavant et on relancé. C'était Damien Seriex, le patron des éditions L'Artilleur, et il me disait que ce que je racontais était vachement intéressant. Il voulait que je raconte mon histoire et qu'au travers des expériences vécues, je tire une analyse politique de ces expériences. Et je lui dis, mais écoutez, ce que vous me proposez, Grasset me l'a déjà demandé. Je vais d'abord reprendre contact avec Grasset. Si Monsieur Nora me reprend, ben, il me reprendra parce que je voudrais pas, comment dire, être malhonnête. C'est une question d'éthique. C'est Grasset qui avait été les plus intéressants, les premiers à me proposer vraiment quelque chose de très bien. Et Damien Seric avait été très très classe. Il m'avait dit, écoute David, je comprends parfaitement. Il dit, si jamais chez Grasset ils te reprennent pas, tu peux revenir vers moi. Voilà. Et lorsque j'ai contacté Olivier Nora, dans l'heure qui suivait, il m'a envoyé le contrat et il me demandait le titre. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tout de suite, c'est arrivé comme ça, subitement, ne fais pas ton français, parce que pour moi, c'était vraiment, vraiment une évidence. Parce que dans tout ce qu'on parle sur l'islamisme, sur l'islam, sur les indigénistes, sur les mouvements décoloniaux, sur ce qui se passe dans les quartiers, ben, on parle de laïcité, on parle d'universalisme, mais on parle pas on parle de république, mais le mot France est complètement absent. Il n'existe pas. On a l'impression que ces gens défendent un universalistan complètement fantasmé. Le mot France a été chassé. Ouais, c'est vrai. On le ressent vraiment comme un manque. La dernière question que j'ai à te poser, c'est simplement pour conclure, en fait, bah, quel message tu souhaites en fait passer à ceux qui vont nous écouter, nous regarder, ou bien à ceux qui vont lire ce livre. Des messages évidemment autour. Alors, il y a plusieurs messages, il y a beaucoup de messages qui vont être passés par ce livre parce que c'est un livre vraiment très riche. Mais si tu avais un message à faire passer au niveau de l'universalisme, au niveau de l'assimilation à la société française et à ce qui peut nous rassembler, parce qu'on voit que le pays est en crise. On voit que le pays est en train de se scinder en plusieurs communautés. Hein. On parle de séparatisme pour reprendre les mots de la politique, des politiques français. Mais en tout cas, on voit bien que la société est en train de se fracturer. Comment est-ce qu'on pourrait tous refaire France d'une manière apaisée
Voilà. Est-ce que tu as un message à ce niveau-là? Comment peut-on faire? Voilà, tu sais, après presque 50 ans, 40 ans de déconstruction, je pense pas avec un seul message, je pourrais donner des conseils. Mais il faut refaire France. Il faut refaire France. Il faut se reconstruire. On est sur un champ de ruines. On est Ouais. sur un champ de ruines. Donc il faut refaire France. Il faut ne plus avoir honte d'être français. Il faut surtout ne pas avoir peur de l'affirmer. Euh, il faut pas ramper devant les islamistes. Il faut pas ramper devant les caïds. Il faut s'assumer et être fort. Il faut pas avoir peur de parler et de dire les choses. Et il faut éviter de faire taire celui qui va dire quelque chose de différent. Il faut l'écouter. Moi, je me méfie terriblement des idéologies dominantes et ce sera le sujet de mon prochain livre. Une idéologie dominante, c'est un véritable danger pour la liberté d'expression, pour la démocratie, pour l'universalisme, parce que les gens ont tendance à avoir un peu l'esprit moutonnier, un peu mouton de panurge. Ce qui m'est arrivé, c'est le fruit de 40 ans d'intoxication médiatique, de propagande martelée, où les gens, en plus de la déconstruction de l'éducation nationale, parce que le niveau des élèves a terriblement baissé. Les gamins sont complètement TikTokés. Et même des adultes aujourd'hui ne réfléchissent pas, ils ne te sortent que des éléments de langage, des phrases convenues, des slogans. On en a parlé effectivement avec Jean-Paul Brigelli sur la chaîne. Effectivement, il y a une baisse du niveau qui est impressionnante et qui fait très peur, effectivement. Et même des adultes de 30, 40 ans qui me sortent des phrases convenues lorsqu'on gratte un peu, qu'on commence à essayer de chercher, de comprendre ce qu'il y a derrière, ça ne va pas très loin. C'est la politique dans les médias depuis les années 80 qui a engendré ces. On avait une telle peur que le Front National progresse qu'on a mal fait le boulot. C'est-à-dire que on a sorti des éléments de langage mensongers. C'est pas parce que Ouais. le Front National était critique sur l'immigration, ou très radical à l'époque de Jean-Marie Le Pen, qu'il fallait raconter que l'immigration était forcément une chance pour la France. Ouais. Prendre des cas individuels pour protéger des effets de masse qui peuvent être complètement délétères pour un pays, qui peuvent euh, casser son cadre anthropologique. Parce que une fois qu'on casse tout, qu'on déconstruit tout, qu'il n'y a plus rien, la nature ayant horreur du vide, il y a des gens qui ont un projet. Et ce projet, c'est pas tout à fait la même limonade que la France des Trente Glorieuses. Tu as l'impression, quand tu entends certains, que la France est vraiment sale, c'est caca, et que avant l'avènement de cette Union européenne qui fait des nations des choses passées, quoi. On est dans l'ère de la post-nation, que la France des Trente Glorieuses, c'était un petit peu le Troisième Reich, quoi. C'est que c'était un ignoble enfer raciste, ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux. Il faut se réhabiliter, il faut pas avoir peur de parler, il faut écouter les autres, il faut provoquer le débat, parce que la démocratie sans débat, avec une pensée unique, c'est pas de la démocratie. Et là, on est en train quelque part, on est à la croisée des chemins et ça peut devenir très, très périlleux dans les mois et années à venir. Eh bien, c'est un très beau message de fin. Quant à moi, je vous propose de lire le livre de David Duquesne, Ne fais pas ton français, aux éditions Grasset, sorti en début de mois. Je vous mettrai un lien en description pour aller acheter le livre au meilleur prix. David, il me reste à te remercier pour ta disponibilité, pour le temps que tu nous as accordé, pour l'analyse dont tu nous as fait profiter, et puis également pour ce livre qui finalement est un livre vraiment très très intéressant, et j'y insiste, un livre qui est très très bien écrit. Je te Mais remercie écoute, pour ça. mais je te remercie pour cette invitation. C'était un vrai plaisir de. Tu sais, maintenant, pour terminer, autrefois, avant que je me retrouve seul il y a 3 ans, quand on m'invitait, c'était pour me demander de me taire. Maintenant, on m'invite pour me demander de parler. Et ça, c'est extraordinaire. Merci Cyril. Et à Merci très à toi. bientôt. À À très bientôt. bientôt. Merci.